planète des singes, Pierre Boulle, chapitre 5. C'est un pied de femme, affirma Arthur Levin. Cette remarque péremptoire, faite d'une voix oppressée, ne me surprit en aucune façon. Elle traduisait mon propre sentiment. La finesse, l'élégance, la singulière beauté de l'empreinte m'avaient profondément agité. Aucun doute ne pouvait naître quant à l'humanité du pied. Peut-être appartenait-il à un adolescent ou à un homme de petite taille, mais beaucoup plus vraisemblablement, et je le souhaitais de toute mon âme, à une femme. Saurore est donc habitée par des humains, murmura le professeur Antel. Il y avait une nuance de déconvenue dans sa voix, qui me le rendit en cet instant un peu moins sympathique. Il haussa les épaules d'un geste qui lui était familier, et se mit à inspecter avec nous le sable autour du lac. Nous découvrîmes d'autres traces manifestement laissées par la même créature. Levin, qui s'était écarté de l'eau, nous en signala une sur le sable sec. L'empreinte elle-même était encore humide. « Elle était là il y a moins de 5 minutes !» s'écria le jeune homme. « Elle était en train de baigner, nous a entendus venir et s'est enfuie. » C'était devenu pour nous une évidence implicite qu'il s'agissait d'une femme. Nous restâmes silencieux, épiant la forêt sans entendre même le bruit d'une branche cassée. « Nous avons bien le temps, dit le professeur Antel en haussant de nouveau les épaules. Mais si un être humain se baignait ici, nous pouvons sans doute le faire sans danger. » Sans plus de façon, le grave savant se débarrassa à son tour de ses vêtements et plongea son maigre corps dans la piscine. Après notre long voyage, le plaisir de ce bain dans une eau fraîche et délicieuse nous faisait presque oublier notre récente découverte. Seul, Arthur Levin paraissait songeur et absent. J'allais le plaisanter sur son air mélancolique quand j'aperçus la femme juste au-dessus de nous, juchée sur la plate-forme rocheuse d'où tombait la cascade. Jamais je n'oublierai l'impression que me causa son apparition. Je retins ma respiration devant la merveilleuse beauté de cette créature de Saurore, qui se révélait à nous, éclaboussée d'écume, illuminée par le rayonnement sanglant de Bételgeuse. C'était une femme, une jeune fille plutôt, à moins que ce ne fût une déesse. Elle affirmait avec audace sa féminité, à la face de ce monstrueux soleil, entièrement nu, sans autre ornement qu'une chevelure assez longue qui lui tombait sur les épaules. Certes, nous étions privés de points de comparaison depuis 2 années, mais aucun de nous n'était enclin à se laisser abuser par des mirages. Il était évident que la femme, qui se tenait immobile sur la plate-forme, comme une statue sur un piédestal, possédait le corps le plus parfait qui pût se concevoir sur la terre. Levin et moi restâmes sans souffle, éperdus d'admiration, et je crois bien que le professeur Antel lui-même était touché. Debout, penchée en avant, la poitrine tendue vers nous, les bras légèrement relevés, en arrière, dans l'attitude d'une plongeuse qui prend son élan, elle nous observait et sa surprise devait égaler la nôtre. Après l'avoir contemplée un long moment, j'étais si bouleversé que je ne pouvais discerner en elle des détails. L'ensemble de sa forme m'hypnotisait. Ce fut après plusieurs minutes que je distinguai qu'elle appartenait à la race blanche, que sa peau était dorée plutôt que bronzée, qu'elle était grande, sans excès et mince. Ensuite, j'entrevis comme dans un rêve un visage d'une pureté singulière. Enfin, je regardai ses yeux. Alors mes facultés d'observation furent réveillées, mon attention se fit plus aiguë et je tressaillis, car là, dans son regard, il y avait un élément nouveau pour moi. Là, je décelai la touche insolite, mystérieuse, à laquelle nous nous attendions tous dans un monde si éloigné du nôtre. Mais j'étais incapable d'analyser et même de définir la nature de cette étrangeté. Je sentais seulement une différence essentielle avec les individus de notre espèce. Elle ne tenait pas à la couleur des yeux. Ils étaient d'un gris assez peu courant chez nous, mais non exceptionnel. L'anomalie était dans leur émanation, une sorte de vide, une absence d'expression, me rappelant une pauvre démente que j'avais connue autrefois. Mais non, ce n'était pas cela, ce ne pouvait être de la folie. Lorsqu'elle s'aperçut qu'elle était elle-même un objet de curiosité, plus précisément lorsque mon regard rencontra le sien, elle parut recevoir un choc et se détourna brusquement d'un geste mécanique aussi prompt que celui d'un animal apeuré. Ce n'était pas par pudeur d'être ainsi surprise. J'avais la conviction qu'il eût été extravagant de la supposer capable d'un tel sentiment. Simplement, son regard n'aimait pas ou ne pouvait pas soutenir le mien. La tête de profil, elle nous épiait maintenant à la dérobée du coin de l'œil. « Je vous l'avais dit, c'est une femme, » murmura le jeune Levin. Il avait parlé d'une voix étranglée par l'émotion, presque basse. Mais la jeune fille l'entendit et le son de la voix produisit chez elle un effet singulier. Elle eut un mouvement de recul subit, si preste que je le comparai encore au réflexe d'un animal effaré, hésitant avant de prendre la fuite. Elle s'arrêta toutefois après avoir fait 2 pas en arrière, les rochers cachant alors la plus grande partie de son corps.
Je ne distinguais plus que le haut de son visage et un œil qui nous épiait encore. Nous n'osions faire un geste, torturés par la crainte de la voir s'enfuir. Notre attitude la rassura. Au bout d'un moment, elle s'avança de nouveau au bord de la plate-forme. Mais le jeune levain était décidément bien trop surexcité pour pouvoir tenir sa langue. Jamais je n'ai vu, commença-t-il. Il s'arrêta, comprenant son imprudence. Elle s'était encore reculée de la même façon, comme si la voix humaine la terrifiait. Le professeur Antel nous fit signe de nous taire et se remit à barboter dans l'eau sans paraître lui accorder la moindre attention. Nous adoptâmes la même tactique qui obtint un plein succès. Non seulement elle s'approcha de nouveau, mais elle manifesta bientôt un intérêt visible pour nos évolutions, un intérêt qui s'exprimait d'une manière assez insolite, excitant davantage notre curiosité. Avez-vous jamais observé sur une plage un jeune chien craintif dont le maître se baigne? Il meurt d'envie de le rejoindre, mais n'ose pas. Il fait 3 pas dans un sens, 3 pas dans l'autre, s'éloigne, revient, secoue la tête, frétille. Tel était exactement le comportement de cette fille. Et soudain nous l'entendîmes. Mais les sons qu'elle proféra ajoutaient encore à l'impression d'animalité que donnait son attitude. Elle était alors à l'extrême limite de son perchoir, à croire qu'elle allait se précipiter dans le lac. Elle avait interrompu un instant son espèce de danse, elle ouvrit la bouche. J'étais un peu à l'écart et pouvais l'observer sans être remarqué. Je pensais qu'elle allait parler, crier. J'attendais un appel. J'étais préparé au langage le plus barbare, mais non pas à ces sons étranges qui sortirent de sa gorge. Très précisément de sa gorge, car la bouche ni la langue n'avaient aucune part dans cette espèce de miaulement ou de piaulement aigu, qui semblait une fois de plus traduire la frénésie joyeuse d'un animal. Dans nos jardins zoologiques, parfois, les jeunes chimpanzés jouent et se bousculent en poussant de petits cris semblables. Comme interloqués, nous nous forcions à continuer de nager sans nous soucier d'elle. Elle parut prendre un parti. Elle s'accroupit sur le rocher, prit un appui sur ses mains et commença de descendre vers nous. Elle était d'une agilité singulière. Son corps doré se déplaçait rapidement le long de la paroi, nous apparaissant éclaboussés d'eau et de lumière comme une vision féerique à travers la mince lame transparente de la cascade. En quelques instants, s'accrochant à des saillies imperceptibles, elle fut au niveau du lac, à genoux sur une pierre plate. Elle nous observa encore quelques instants, puis se mit à l'eau et nagea vers nous. Nous comprîmes qu'elle voulait jouer, et, sans nous être concertés, nous continuâmes avec ardeur des ébats qui l'avaient si bien mise en confiance, corrigeant nos façons dès qu'elle semblait effarouchée. Il en résulta, au bout de très peu de temps, un jeu dont elle avait inconsciemment établi les règles. Jeu étrange en vérité, présentant quelque analogie avec les évolutions de phoques dans un bassin, qui consistait à nous fuir et à nous poursuivre alternativement, à bifurquer brusquement dès que nous nous sentions près d'être atteints, et à nous rapprocher jusqu'à nous frôler, sans jamais rentrer en contact. C'était puéril, mais que n'eussions-nous fait pour apprivoiser la belle inconnue? Je remarquai que le professeur Antel participait à ce batifolement avec un plaisir non dissimulé. Cette séance durait depuis déjà longtemps, et nous commencions à nous essouffler, quand je fus frappé par un caractère paradoxal de la physionomie de cette fille. Son sérieux. Elle était là, prenant un plaisir évident à ces amusements qu'elle inspirait, et jamais un sourire n'avait éclairé son visage. Cela me causait depuis un moment un malaise confus, dont la raison précise m'échappait, et que je fus soulagé de découvrir. Elle ne riait ni ne souriait, elle émettait seulement de temps en temps un de ces petits cris de gorge qui devaient exprimer sa satisfaction. Je voulus tenter une expérience. Comme elle s'approchait de moi, fendant l'eau de sa nage particulière qui ressemblait à celle des chiens, sa chevelure déployée derrière elle comme la queue d'une comète, je la regardai dans les yeux, et, avant qu'elle eût le temps de se détourner, je lui décochai un sourire chargé de toute l'amabilité et de toute la tendresse dont j'étais capable. Le résultat fut surprenant. Elle s'arrêta de nager, prit pied dans l'eau qui lui arrivait jusqu'à la taille, et tendit ses mains crispées en avant dans un geste de défense. Puis elle me tourna le dos et s'enfuit vers la rive. Sortie du lac, elle hésita, se retourna à demi, m'observant en oblique comme sur la plate-forme avec l'air perplexe d'un animal qui vient de contempler un spectacle alarmant. Peut-être eût-elle repris confiance, car le sourire s'était figé sur mes lèvres et je m'étais remise à nager d'un air innocent. Mais un nouvel incident renouvela son émoi. Nous entendîmes du bruit dans la forêt et, dégringolant de branche en branche, notre ami Hector nous apparut, toucha le sol et s'avança vers nous en gambadant, tout joyeux de nous avoir retrouvés. Je fus saisi de voir l'expression bestiale, faite d'épouvante et de menace qui s'inscrivit sur le visage de la fille quand elle aperçut le singe. Elle se replia sur elle-même, incrustée dans les rochers jusqu'à se fondre avec eux, tous ses muscles tendus, les reins cambrés, les mains crispées comme des griffes. Tout cela pour un aimable petit chimpanzé qui s'apprêtait à nous faire fête.
Ce fut lorsqu'il passa tout près d'elle, sans la remarquer, qu'elle bondit. Son corps se détendit comme un arc, elle l'empoigna à la gorge et ferma ses mains autour du cou, pendant qu'elle immobilisait le malheureux dans l'étau de ses cuisses. Son agression fut si rapide que nous n'eûmes pas le temps d'intervenir. Le singe se débattit à peine, il se raidit au bout de quelques secondes, et tomba mort quand elle le lâcha. Cette radieuse créature, dans un élan romantique de mon cœur je l'avais baptisée Nova, ne pouvant comparer son apparition qu'à celle d'un astre éclatant, Nova avait proprement étranglé un animal familier et inoffensif. Quand, revenus de notre stupeur, nous nous précipitâmes vers elle, il était bien trop tard pour sauver Hector. Elle tourna la tête vers nous comme si elle allait faire front, les bras de nouveau tendus en avant, les lèvres retroussées dans une attitude menaçante qui nous cloua sur place. Puis elle poussa un dernier cri aigu qui pouvait être interprété comme un chant de triomphe ou un hurlement de colère et s'enfuit dans la forêt. En quelques secondes, elle disparut dans la broussaille qui se referma sur son corps doré, nous laissant interdits au milieu de la jungle redevenue silencieuse. Fin du chapitre.